Pour le TD de mercredi 2 décembre, nous allons corriger le TD numéro 10 sur la statique des fluides. Donc les premiers exercices de mécanique des fluides, dans le cas particulier de la statique, avec des fluides donc qui sont immobiles dans un référentiel galiléen ou dans un référentiel non galiléen. Il y aura un exemple dans le dernier exercice. Alors on commence par étudier un manomètre différentiel, c'est-à-dire un dispositif qui permet d'accéder donc à la pression P au-dessus de ce réservoir en lisant simplement le déplacement donc d'une interface entre deux liquides. Donc on a deux liquides incompressibles différents, éventuellement de texture ou de couleur différentes, un de masse volumique ρ1, un de masse volumique ρ2. On a deux cuves ouvertes, alors une sur la pression atmosphérique P0 et l'autre sur la pression P que l'on souhaite mesurer. Et effectivement, on va pouvoir observer donc le déplacement d'un ménisque, donc d'une interface entre les deux. Alors on vous demande de déterminer donc ce qu'on appelle la sensibilité du manomètre, c'est-à-dire x sur dp. Autrement dit, quel va être le déplacement de cette interface pour une variation de pression de dp, donc c'est en mètres pascal moins 1. Donc on étudie d'abord effectivement la situation de référence pour laquelle on a la même pression P0 atmosphérique au-dessus des deux. C'est la pression de référence. Alors d'abord, on est quand même en statique des fluides, on va quand même redémontrer des choses. Donc si j'applique le PFD à une goutte de fluide dans un référentiel galiléen, donc le fluide 1 ou le fluide 2, peu importe, donc une goutte à l'équilibre, sous le seul effet bien sûr de la pesanteur dans un référentiel galiléen, donc elle n'a pas d'accélération, elle est statique. La résultante des forces de pression, c'est moins gradient de P des taux, et le poids ρg des taux. On projette sur l'axe des Z, dp sur dz égale moins ρg, et puisqu'ici ρ est une constante, puisqu'on a affaire à un fluide incompressible, on a donc P plus ρgz égale une constante. Alors dans le fluide numéro 1, on pourra donc exprimer cette constante à deux endroits. Donc là où la pression vaut P0 avec l'altitude H1, donc, et l'autre au niveau de l'interface, donc à l'équilibre de référence, donc pour Z égale 0. Donc on prend Z égale 0, l'origine des altitudes pour l'interface entre les deux fluides quand on a la même pression P0 au-dessus des deux, donc pour l'équilibre de référence. On obtient donc P1 plus ρ1 gz égale P0 plus ρ1 gh1. P2 plus ρ2 gz égale P0 plus ρ2 gh2 dans l'autre fluide. Et effectivement, par continuité de la pression en Z égale 0, donc à l'interface, on a P1 en Z égale 0 égale P2 en Z égale 0, et on obtient ρ1 h1 égale ρ2 h2, puisque j'ai simplifié. Donc pour l'équilibre de référence, on a effectivement le niveau H1 et le niveau H2 qui sont dépendants bien sûr du rapport ρ1 sur ρ2. Donc H2 ici et H1 ici avec P0. Alors maintenant, évidemment, on va étudier un autre équilibre. C'est l'équilibre lorsque la pression vaut P0 plus dP au-dessus ici et toujours P0 ici. Donc une pression P égale à P0 plus dP avec dP, une variation de pression qu'on va supposer positive. On a alors évidemment le niveau du fluide 1 qui va diminuer et on va passer de H1 à H'. L'interface va se déplacer vers le bas, donc d'une distance x qu'on comptera positive, et c'est ce déplacement-là qu'on va essayer bien sûr de lire, de mesurer, et le niveau du fluide 2 va passer de H2 à H2', donc lui il va monter un petit peu. On est toujours en statique des fluides, on a toujours donc évidemment P1' plus ρ1 gz égale constante dans le fluide 1, P2' plus ρ2 gz égale constante dans le fluide 2, avec P1' et P2', bon, bah, les nouvelles pressions pour ce nouvel état d'équilibre. Sauf que là, la pression vaut P0 plus dP en Z égale H1' et toujours P0, mais en Z égale H2'. La continuité de la pression au niveau de l'interface. Ici, l'interface, elle est en Z égale moins X, puisqu'on a décidé de prendre X positif, le déplacement. En effet, on est bien en dessous, donc on est bien en Z égale moins X. Et en Z égale moins X, il y a continuité de la pression. Il y a toujours continuité de la pression à une interface entre deux fluides, même s'ils sont différents. Il n'y a pas de phénomène de tension superficielle à votre programme en PSI. En réalité, oui, il y a des phénomènes de tension superficielle, ce qui fait que les interfaces souvent ne sont pas droites, mais légèrement incurvées. Mais évidemment, vous, à votre niveau, c'est pas au programme. Donc, en Z égale moins X, j'ai P1' égale P2', j'en déduis donc cette égalité. Les P0 simplifient. Pour pouvoir trouver la relation entre X et dP, il faut se débarrasser de H1' et H2', donc on va utiliser la conservation du volume, puisque le fluide est incompressible. On va donc dire que le volume qui a été déplacé
entre H1 et H1', dans le fluide 1, je le retrouve forcément ici. Et le volume qui a été déplacé dans le fluide 2 ici, je le retrouve forcément ici. Conservation du volume. Donc H1 moins H1' fois S, puisque c'est un cylindre de section S, égale X fois petit s, puisque la canalisation a une section petit s plus petite. Et dans le fluide 2, le même volume X fois petit s égale H2' moins H2 grand S, tout est positif. J'en déduis bien H1' en fonction de X et de H1, H2' en fonction de X et de H2. Je remplace, et là je retrouve le fameux ρ1 GH1 égale ρ2 GH2 qu'on a étudié en étudiant l'état d'équilibre de référence. Et cette fois c'est terminé, j'ai bien X sur dP. Alors je peux faire l'application numérique, je trouve 4,4 10-4 mètres par pascal, alors ça ne paraît pas beaucoup puisque ça fait 0,4 mm par pascal, mais n'oublions pas que la pression atmosphérique par exemple c'est 100 000 pascal. Donc pour une variation de 100 pascal, qui est vraiment une variation très faible de la pression atmosphérique, j'ai un déplacement de 4,4 cm. Donc largement mesurable avec une bonne précision à l'œil nu. Donc c'est un manomètre de grande précision ici. Alors ensuite, pour terminer, on vous demande comment on pourrait augmenter encore la sensibilité. Alors en considérant que petit s sur grand S est très très petit devant 1, on peut le négliger donc dans les parenthèses au dénominateur, négliger petit s sur grand S devant 1, on a alors une expression simplifiée, x sur dp égale 1 sur ρ2 moins ρ1 g. Et nous on aimerait que ça augmente. Donc pour que ça augmente, il faut que le dénominateur diminue, forcément g est fixé, donc on a intérêt à faire diminuer ρ2 moins ρ1. Autrement dit, on a intérêt à ce que les deux fluides de masse volumique ρ1 et ρ2, il faut que ρ1 et ρ2 soient les plus proches possibles. Alors le problème, c'est que quand les masses volumiques sont trop proches, il y a un problème de miscibilité, donc de visibilité de l'interface. Si ce sont deux fluides qui se mélangent, on va avoir du mal à bien observer l'interface en fait. Alors souvent dans les manomètres, on utilise donc de l'eau colorée et un fluide style glycérine, donc ça se mélange pas, il n'y a pas de miscibilité et en général on voit bien l'interface. Donc voilà pour ce premier exercice qui traite donc des manomètres. Alors la méthodologie qu'on a abordée dans cet exercice, on peut la reproduire bien sûr dans tout ce qui est baromètre, tous les baromètres classiques, baromètre de Huygens, voilà, tous les baromètres qui permettent d'avoir accès à une variation de pression. Alors dans le deuxième exercice, on va s'intéresser donc à un barrage qu'on modélise par un mur droit, ce qui n'est pas très réaliste. Vous vous rappelez, on a vu quelques photos de barrage la dernière fois en cours de mécanique des fluides, un barrage droit. Et sur ce barrage, donc, on a mis une vanne. Autrement dit, donc, une surface qui peut pivoter autour d'un axe et s'ouvrir donc pour pouvoir vidanger le barrage, en tout cas libérer de l'eau. Alors nous, notre problématique, c'est la statique des fluides. On a envie de savoir, pour maintenir fixe cette vanne, il va falloir exercer un couple extérieur. Donc il va falloir en général bloquer l'axe de rotation de la vanne. Et quel couple il va falloir exercer sur l'axe de rotation de la vanne pour la maintenir fermée. Alors qualitativement, en effet, puisqu'on est dans de l'eau liquide, on sait que la pression elle est plus forte ici que ici. Donc les forces de pression vont être plus fortes ici que ici. Donc si on ne bloque pas l'axe de rotation de la vanne effectivement elle va pivoter dans ce sens-là. Donc elle va pivoter dans ce sens-là, et si on bloque pas l'axe, elle va s'ouvrir et on va donc vidanger le réservoir, le barrage. Bien. Alors, on va effectivement déterminer le moment résultant des forces de pression sur toute la surface de la vanne. Surface de la vanne qui est assimilée à un rectangle de hauteur petit h et je crois de distance L selon l'axe des X. Alors pour cela, on va commencer par évaluer la pression dans l'eau. Donc on a P plus mu Gz égale constante dans l'eau incompressible, ça je ne le redémontre pas, on vient de le faire. Cette constante, je l'évalue là où je veux. Je vais l'évaluer à l'interface avec l'atmosphère, donc sur la surface libre avec l'air qui est isobar à P0. Et à ce moment-là, j'ai Z égale H'. Ah oui, j'ai oublié de dire que ce n'était pas précisé, mais dans toutes ces problématiques de vannes de barrage, on prend comme origine des altitudes, bien sûr, l'axe de rotation. Vous allez comprendre pourquoi. Donc Z égale 0 ici, donc Z égale H' ici. Et on obtient donc cette expression. Ensuite, on exprime donc la petite force de pression exercée par l'eau sur un petit élément de surface ds de la vanne. Ce petit élément de surface ds, il est ici, il est centré au point M, il est d'épaisseur dz, à la cote z, et puis bien sûr longueur L selon l'axe des X. Donc la force de pression, c'est la pression fois la surface, donc L dz, et selon plus UY, puisque ça pousse dans ce sens-là. Sur l'élément de surface ds égale à L dz. Alors attention, de l'autre côté de la vanne, il y a quand même de l'air qui retient,
Et la force de pression exercée par l'air, elle est dans ce sens-là. Donc c'est moins P0, là par contre la pression, bah, c'est la pression atmosphérique, petit l des Z du UY. Alors, on a vu effectivement que dans l'eau liquide, la pression, elle va varier de manière notable dès qu'on va se déplacer de quelques mètres, alors que dans l'air, pas du tout. C'est pour ça qu'on peut considérer qu'on a P0 sur toute la surface de la vanne. La résultante des forces de pression, c'est la somme des deux. On remplace donc P2Z par son expression. Et là, j'ai la résultante des forces de pression sur un élément de vanne de surface LdZ. Alors, il n'est pas nécessaire ici de calculer la résultante des forces de pression en Newton, ça n'a pas tellement d'intérêt, puisque cette résultante des forces de pression, c'est pas elle qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le couple, c'est le moment résultant des forces de pression pour mettre en rotation effectivement la vanne autour de son axe. Si vous calculez la résultante des forces de pression, après vous êtes désemparé, vous ne savez pas où appliquer cette force pour calculer son moment, hein, alors que là, on va calculer directement le moment résultant. Donc cette petite force de pression qui s'exerce au point M, ici, voilà, à la distance, enfin à la cote Z par rapport au point fixe O, qui correspond à l'axe de rotation. Cette petite force, elle exerce donc un petit moment par rapport à l'axe de rotation. G ou O, G G est confondu avec l'origine effectivement de l'axe des Z. Donc on a Gm vectoriel la force, Gm c'est Z u Z. Dans cet exercice, on va négliger bien sûr l'épaisseur de la vanne selon l'axe des Y, par rapport bien sûr à sa longueur sur les autres directions. Donc on prendra Z u Z pour le vecteur position, vectoriel la force, ça nous donne bien quelque chose selon Ux, donc on a bien un moment qui a tendance à faire tourner selon plus Ux ou moins Ux, ça paraît logique. Et on a l'expression du petit moment de la petite force. Après, pour avoir le moment total, le moment résultant, donc le couple total, il va falloir sommer de manière continue donc tous ces petits moments. Et on va les sommer, bien sûr, en remarquant qu'il n'y a qu'une seule variable qui intervient, c'est z, et on va donc sommer de z égale moins petit h sur 2 à plus petit h sur 2. On a donc une intégrale symétrique, et ça c'est un énorme intérêt, c'est parce qu'on a bien pris effectivement l'origine des z confondue avec g, donc sur l'axe de rotation. On peut résoudre cette intégrale, il n'y a pas de problème, et on obtient mu gh cube L sur 12 ux. Voilà pour le moment résultant, le couple résultant exercé par l'eau et l'air sur la vanne, sur la surface de la vanne, moment résultant calculé par rapport à G, donc par rapport à son axe de rotation. Donc ça paraît logique, si on applique le théorème du moment cinétique en statique à la vanne, dans un référentiel galiléen, bah, la somme des moments doit être nulle. Donc ce moment exercé par l'eau et l'air doit être compensé par un moment qui va donc bloquer l'axe de rotation, que j'appelle le C extérieur, le couple extérieur, qui est donc opposé au moment des forces de rotation. Donc ça paraît logique, pour empêcher que la vanne tourne dans ce sens-là, il faut exercer un couple dans ce sens-là. Alors, si vous avez déjà fermé la vanne d'un barrage ou d'une retenue d'eau, en fait, c'est un volant métallique hein, que l'on serre, jusqu'à bloquer suffisamment l'axe de rotation pour ne plus que la vanne se déplace. Alors ensuite, on vous dit, bah cette vanne, on la met où sur le barrage? Bah, en fait, peu importe, puisqu'on constate que ce couple extérieur, il est indépendant de H'. Il ne dépend que des dimensions de la vanne, pas du tout de la position de son axe de rotation sur le barrage. Donc ça dépend pas du tout de H'. Donc en fait, ce couple, c'est le même que la vanne soit tout en bas, en haut, au milieu, c'est la même chose. Alors heureusement, puisque le niveau d'un barrage, bah, ça fluctue dans l'année, hein. L'été, ça va plutôt diminuer avec l'évaporation, la chaleur. Avec la fonte des neiges, ça va plutôt monter. Donc on voit que peu importe le niveau du barrage, en fait, ça ne change pas la valeur de ce couple. Donc voilà pourquoi c'est intéressant d'avoir cette expression-là, puisque une fois que vous avez fermé la vanne, vous pouvez aller dormir tranquille, même s'il pleut très fort dans la nuit, ça ne va pas s'ouvrir. Bon, bah c'est tout pour cet exercice 2. Ensuite, on a l'exercice 3, où on va revenir sur la problématique de l'atmosphère, qui est un gaz compressible, assimilé à un gaz parfait, et l'atmosphère, effectivement, qui est un milieu assez complexe, avec différentes couches, et où les propriétés thermodynamiques sont assez différentes. Alors on va pas revenir sur tout ce qu'on a expliqué, mais sur ce schéma, évidemment, vous retrouvez la thermosphère, la mésosphère, la stratosphère. Bon, et là, on va se limiter à la troposphère. Alors en effet, on va vous demander d'évaluer, là où vous avez la couche d'ozone, je ne sais pas si j'en avais parlé la dernière fois, mais là vous retrouvez la couche d'ozone. Nous, on va s'intéresser à la troposphère parce qu'on va s'intéresser à la pression au sommet de l'Everest. Alors l'Everest qui est, si on se place par rapport au niveau de la mer, donc le point le plus élevé par rapport au niveau de la mer.
Pour la petite histoire, si on se place par rapport au centre de la Terre, c'est pas l'Everest, le toit du monde, c'est un volcan en Argentine, puisque par rapport au centre de la Terre, le sommet de ce volcan en Argentine, il a une distance plus élevée que le centre de la Terre au sommet de l'Everest. Bon, je ferme la parenthèse. Tout est une histoire, bien sûr, de référence. Donc si la référence est le niveau de la mer, c'est bien l'Everest qui est le plus élevé. Donc c'est 8848 mètres, si je ne me trompe pas. Bon, ça fluctue un petit peu, bien sûr, avec la fonte des neiges en son sommet. Donc on est bien dans la troposphère. Sous la troposphère, on est jusqu'à à peu près 10 km. Voilà, la tropopause, elle est à peu près un petit peu. La mettre un petit peu. Non, non, attention que je me fasse. Là, c'est des miles. Il faut faire attention. C'est un schéma qui est valable pour les anglo-saxons. Voilà, température en degrés Celsius. Là, ça devait être en degrés Fahrenheit. Là, c'est des kilomètres. Et là, c'est les miles. Donc, il fallait prendre bien les kilomètres. Et effectivement, donc, la tropopause, on est donc 10 ou à peu près 12, enfin, 11-12 km. Bien. Donc, l'Everest, c'est dans la troposphère. Et c'est là qu'on a la fameuse loi affine pour la variation de la température, donc diminution de la température avec une loi affine dans la troposphère, alors que c'est plus tout le cas dans la stratosphère par exemple. Bon, bah c'est parti. C'est un peu une question de cours, hein. On applique le PFD à une petite bulle d'air dans le référentiel terrestre supposé galiléen. On suppose qu'elle est soumise uniquement à des forces de pression et au poids. On suppose qu'il n'y a pas de vent, donc c'est un peu difficile au sommet de l'Everest, mais enfin, on suppose qu'il n'y a pas de vent, on est bien en statique des fluides, il n'y a pas de convection. On a donc d'épaisseur de Z égale moins μg, mais attention, ici, mu n'est pas une constante, puisqu'on va considérer que le fluide est compressible. Modèle du gaz parfait, PV égale nRT, avec n le nombre de moles, donc la masse sur la masse molaire, et m sur le volume, c'est la masse volumique. Donc P de Z égale mu de Z, RT de Z sur grand M, puisque ici la température ne va pas être considérée comme constante. On ne va pas se placer dans le modèle d'un atmosphère isotherme. Pourquoi? Parce qu'on vous a donné un schéma précis avec l'évolution de la température dans la troposphère. Donc, je remplace la masse volumique, j'obtiens une équation différentielle, pour l'instant non linéaire, avec la température qui dépend de Z. Et T de Z, on prendra AZ plus B dans la troposphère, où se situe le sommet de l'Everest, d'après le graphe qu'on vous a fourni. Donc, vous remplacez T de Z, et là, on a une équation différentielle non linéaire. On sépare les variables, ça fait dP sur P égale moins grand mg sur grand R dz sur AZ plus B. On intègre, ln de P égale moins grand mg sur AR ln de AZ plus B plus une constante. Et en Z égale 0, on prendra la pression P0 atmosphérique. Et on obtient donc ln de P sur P0 égale grand mg sur AR ln de B sur AZ plus B. Là, il ne nous reste plus qu'à évaluer A et B. Alors, c'est là qu'il faut faire attention de bien prendre les températures en Celsius et les ramener en Kelvin et les altitudes en kilomètres. Donc, en Z égale 0, on a 293 Kelvin sur le schéma. Et en Z égale 8 km, on a à peu près 223 Kelvin sur le schéma. Donc on prendra A égale moins 8,75 10-3 Kelvin par mètre. Donc on considère que pour observer une variation de 1 Kelvin, il faut se déplacer de à peine 1 centimètre. Bon, je suis en train de dire des bêtises. Non, si on se déplace d'un mètre, on a 8,73 10-3 Kelvin. Voilà. Donc j'en déduis la valeur de A, oui, ça suffit, B, c'est pas nécessaire, c'était 293 Kelvin. Et j'ai donc ln de P en Z égale 8 km sur P0 égale grand mg sur AR, ln de 293 sur 223. La masse molaire de l'air, c'est 29 grammes par mol, et j'obtiens la pression à Z égale 8 km, à peu près 0,334 P0, donc 33% de la pression au niveau de la mer. Alors pour les montagnards, effectivement, c'est à peu près ça, hein. On est entre 30 et 35% de la pression atmosphérique. Donc évidemment, le taux d'oxygène, enfin, la quantité d'oxygène est beaucoup plus faible qu'au niveau de la mer, d'où l'utilisation de bouteilles d'oxygène pour les gens qui ne sont pas suffisamment entraînés, d'où les accidents vasculaires, les accidents pulmonaires, et le nombre de morts assez incroyable qu'il y a eu l'hiver dernier, je crois, hein. Ça devient une autoroute, l'Everest. Et c'est à cause de ça, hein. C'est parce qu'il y a un manque d'oxygène et les gens, en fait, ils attendent trop longtemps, ils font la queue pour la dernière ascension, qui prend une demi-journée, ils font la queue dans le froid, ils bougent pas, ils sont statiques, et il y en a qui en meurent. Alors dans l'exercice 4, on va parler donc d'un fait divers assez ancien, 1982, vous n'étiez pas né, mais ça avait fait un petit peu de bruit. Donc une personne, un grand malade, on va dire, qui avait décidé donc de s'envoler en accrochant à sa chaise de jardin des ballons remplis d'hélium. Et effectivement, ça a été avéré, il y a un pilote d'avion de ligne qui l'a repéré à 4900 mètres d'altitude. Bien.
Alors nous, on va essayer d'expliquer, effectivement, que c'est tout à fait physiquement possible, mais pas recommandé. D'ailleurs, c'est depuis interdit aux États-Unis et en Europe, hein, de réaliser ce genre d'aéronef. Alors, un ballon d'hélium, ça fait 1,2, dedans on met 1,2 kg d'hélium, donc c'est beaucoup, hein, c'est un gros volume de gaz. Calculer la masse que peut soulever un tel dispositif, alors il y a des indications, on vous donne la masse molaire de l'hélium, je vois ici, la masse molaire de l'air, le volume maximal d'un ballon, 7,2 mètres cubes, la masse du ballon sans l'hélium, 2 kg, voilà, et puis vous retrouvez la loi de la masse volumique en fonction de Z, qu'on aurait pu démontrer dans l'exercice de tout à l'heure. Et on va essayer de vérifier que c'est envisageable de faire décoller tout ça. Donc on fait comme s'il y avait un gros ballon de volume V égale 45 fois le volume maximal, puisque qui dit volume maximal dit évidemment poussée d'Archimède maximale, donc force de décollage maximale. Donc on va se placer avec le volume complètement utilisé, donc Vmax 45 fois 7,2 mètres cubes. Le PFD à l'ensemble dans un référentiel galiléen au décollage, donc en Z égale 0, donc la masse totale fois l'accélération égale le poids plus la poussée d'Archimède. Donc la résultante des forces de pression, en supposant qu'on est quasi statique au décollage, ça bouge à peine. Alors en Z égale 0, la masse totale c'est 45 fois la masse d'un ballon, plus 45 fois la masse d'hélium, et plus la masse du reste. Donc j'ai évalué à 144 kg la masse des ballons et la masse de l'hélium dedans, et j'ai évalué à 100 kg la masse du reste, c'est-à-dire le bonhomme, sa chaise, et puis on voit qu'il y a des espèces de sacs de sable autour. Bon. Donc j'ai une masse totale de 244 kg. Si vous prenez 250 kg, c'est pas très grave, hein. Là on est sur des évaluations. Il n'a pas l'air obèse pour un Américain, donc 100 kg pour l'instant ça me paraît cohérent. Donc le poids total en newtons de ça fait 2440 newtons. Donc il faudrait que la poussée d'Archimède soit plus grande que 2440 newtons pour en effet faire décoller tout l'ensemble. Alors la poussée d'Archimède, je sais que c'est le poids de l'air qui occuperait le même volume, donc du fluide externe, donc ici de l'air qui occuperait le même volume, donc masse volumique de l'air en Z égale 0, donc au décollage, fois G fois le volume maximal, pour avoir la poussée d'Archimède maximale, la force maximale. 3888 newtons, donc c'est largement plus grand. On aurait même pu prendre 200 kg, à la limite, ça décollait quand même. Donc ça décolle. Ça décolle, et ça décolle, donc ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Alors, pourquoi ça arrête de monter? Parce que qualitativement, la masse volumique de l'air, on l'a vu, elle dépend de Z. Alors sur de grands dénivelés, hein, mais sur les dénivelés que va rencontrer ce bonhomme avec ses ballons, la masse volumique va vraiment changer. Et elle diminue avec Z. Donc la poussée d'Archimède diminue. Et il va arriver un moment où la poussée d'Archimède va être exactement égale au poids. Donc là, on va atteindre une situation vraiment statique, où le poids va exactement être compensé par la poussée d'Archimède, donc ça monte plus, ça descend plus. Et là, bah, il est entre guillemets bloqué, il est stabilisé à une certaine altitude, on va essayer d'évaluer cette altitude. Je l'appelle Zmax. Donc à Zmax, il y a équilibre. Donc la poussée d'Archimède est égale au poids. J'en déduis donc que la masse volumique de l'air à cette altitude doit être égale à 0,75 kg par mètre cube. Au niveau de la mer, c'est 1,2 kg par mètre cube, donc c'est cohérent. Et avec la loi qu'on m'a donnée de la masse volumique de l'air en fonction de Z, je trouve 4966 mètres. Donc c'est cohérent avec l'information qu'on vous a donnée, 4900 mètres à peu près. Voilà. Alors, ensuite, comment il a fait pour descendre? Pour descendre, il avait pris un pistolet à billes et il a crevé des ballons. Et en crevant un ballon, forcément, il a diminué sa poussée d'Archimède. Donc là, il s'est retrouvé avec le poids qui dominait. Donc il est redescendu. Il a recrevé un autre ballon pour descendre plus vite. Et c'est comme ça qu'il a descendu, pas trop vite. Il a même atterri, je crois, dans son jardin sans se blesser. Donc, alors bien sûr, il était certainement dans une zone où il n'y avait pas de vent. Parce que s'il y avait eu du vent, il aurait pu dériver sur des centaines de kilomètres et se retrouver, je sais pas, au-dessus de l'océan, au-dessus d'une ville. Donc il y avait pas de vent. Le froid aussi quand même, hein, si vous avez déjà fait du planeur à des altitudes assez élevées, vous savez qu'il commence à faire très froid. Donc je pense qu'il avait une prévue, en tout cas, il avait une combinaison. Et puis surtout, il a pris un gros risque, puisque on remarque que quand Z augmente, la pression diminue forcément, comme la masse volumique, mais PV égale NRT, donc ça veut dire que le volume des ballons, normalement, il aurait dû augmenter. Donc si il était parti sur un volume maximal dès le départ, dès le décollage, et que le volume il a envie d'augmenter puisque la pression va effectivement donc diminuer,
bah, il a fait confiance à la résistance du matériau du ballon. Donc, il n'aurait pas fallu que les ballons éclatent, effectivement. Et bon, bah, c'est pas ce qui s'est passé. Et enfin, pour terminer, le dernier exercice où on va s'intéresser à de la statique des fluides, mais dans un référentiel non galiléen, ce qu'on appelle un état d'équilibre relatif, donc pas par rapport à la Terre. Alors, c'est une expérience que vous pouvez réaliser quand vous êtes dans le TGV, que vous posez une bouteille d'eau ou un verre d'eau sur la tablette devant vous dans le TGV. Quand le TGV part d'une gare, donc là il a une accélération assez forte, vous voyez effectivement la surface libre, le niveau de l'eau qui s'incline en prenant un angle stabilisé pendant quelques secondes. En mesurant cet angle, en fait, on va voir qu'on pourrait accéder à l'accélération du train. Donc, on a un récipient avec de l'eau et une accélération constante selon l'axe des x, et on vous demande de déterminer l'équation de la surface libre. Donc, en effet, le dessin qu'on peut réaliser, c'est celui-là. Donc, on voit la surface qui s'incline de cette façon-là, et nous, notre objectif, c'est de trouver l'équation de cette surface et l'angle alpha. Alors on va appliquer le PFD à une goutte. Alors attention, en PSI, on l'a vu dans le TD de lundi matin, vous n'avez pas le droit de travailler dans le référentiel non galiléen car les forces d'inertie ne sont pas votre programme. Donc vous êtes obligé de vous placer dans un référentiel galiléen. Donc on n'a pas trop le choix ici, c'est le référentiel terrestre. Et dans le référentiel terrestre, la goutte, elle n'est pas statique, elle n'est pas immobile. Ah, et pourtant on est en statique des fluides. Bon, un peu déguisé. Alors pourquoi? Parce qu'on va considérer que ça se stabilise assez vite, en quelques secondes, le fluide en fait il va être statique, mais par rapport à la voiture ou par rapport au train. On appelle ça un équilibre relatif. Donc une situation de statique des fluides relative, pas par rapport à la Terre, mais par rapport à un autre référentiel. Donc la goutte en fait elle va être fixe, mais par rapport au véhicule, par rapport au train, par rapport à la voiture, par rapport au véhicule qui transporte le récipient. Donc, la masse mu des taux fois l'accélération donc de la goutte par rapport à la Terre, référentiel galilien terrestre, égale moins gradient de P des taux résultant des forces de pression, plus le poids. Or, on est à l'équilibre relatif. Ça veut dire que l'accélération de la goutte par rapport à la Terre, c'est l'accélération de la goutte par rapport au récipient, plus l'accélération du récipient par rapport à la Terre. Et l'accélération de la goutte par rapport au récipient, elle est nulle, puisque la goutte ne bouge pas par rapport au récipient, c'est un équilibre relatif. Et l'accélération du récipient par rapport à la Terre, c'est l'accélération A du véhicule constante qu'on vous a donnée. Je me retrouve donc avec cette relation, mu A égale moins gradient de P plus mu G. Bien. Le vecteur A, il est selon UX, le vecteur G, il est selon moins UZ. Donc je me retrouve avec gradient de P égale moins mu G UZ moins mu A UX. Je projette. Le gradient, a priori, bah, c'est trois composantes en coordonnées cartésiennes. Donc d rond P sur d rond X, a priori, la pression dépend de X, Y, Z. Donc, dérivée partielle par rapport à X, qui sera égale à moins mu A, une constante. La dérivée partielle par rapport à Y, donc 0. Il n'y a pas de terme selon Y, et la dérivée partielle par rapport à Z, moins mu G, constante. Donc déjà, on peut dire que la pression dans ce liquide, qui est statique par rapport au récipient, par rapport au véhicule, cette pression ne dépendra pas de Y, donc elle ne dépendra que de X et de Z, donc quand même de deux variables. Donc ça, vous n'avez pas trop l'habitude, les 3 de en tout cas. Donc mathématiquement, comment on s'y prend? Donc c'est une recette, c'est une méthode de physicien, il n'y a pas de problème, celle qu'on attend de vous en physique. Donc vous intégrez une des deux, soit celle-là, peu importe. Vous intégrez une des deux, j'ai dû commencer par la première, et vous dites que la pression qui dépend de x et de z sera donc moins mu à x plus, alors pas une vraie constante, une fonction de z. Quand vous intégrez par rapport à une dérivée partielle, attention, ce qu'on appelle la constante d'intégration ici devient une fonction de l'autre variable, ou des autres variables éventuellement, mais là, il n'y a que z comme autre variable. Et si vous avez un petit doute, bah, si vous redérivez par rapport à x, si vous faites dp sur dx, ça vous donne bien moins mu a, puisque la dérivée de f de z par rapport à x, ça donne bien 0. Donc a priori, c'est une fonction de z. Alors comment accéder à cette fonction de z? Ben là, on va utiliser l'autre dérivée partielle. Donc si je dérive par rapport à z, d rond p sur d rond z, ça va faire 0, parce que ça ne dépend pas de z, et je vais avoir f' de z. Et d rond p sur d rond z, ben, j'identifie à ce que j'ai trouvé, donc moins mu g. J'en déduis donc que f' de z égale moins mu g. Et là, j'intègre, ça fait f de z égale moins mu gz plus une vraie constante. Et là, c'est une vraie constante. Pour évaluer cette constante, je choisis l'origine de mon repère cartésien, donc l'endroit où x égale 0, z égale 0. Et là, par contre, c'est vous qui choisissez. Donc moi, je vous conseille vivement de vous placer ici. Alors pourquoi ici? Bah, c'est-à-dire que là, vous allez être en contact avec la pression atmosphérique, qu'on aurait plutôt dû appeler P0 et pas P, j'ai oublié le 0 ici.
Là, vous êtes en contact avec la pression atmosphérique. Il y a continuité de la pression. Donc, on prendra la pression atmosphérique P0 en x égale 0, z égale 0. Voilà, P0. Donc, la constante K, on la prendra égale à P0 parce que j'ai choisi l'origine à cet endroit-là. Donc, j'ai une expression mathématique de la pression n'importe où dans ce liquide qui est statique par rapport au véhicule, mais pas par rapport à la Terre. Vous l'avez compris, il se déplace en bloc, si vous voulez. Il est en translation rectiligne en bloc par rapport à la Terre. La pression, c'est moins mu AX, moins mu GZ, plus P0. Alors, on vous demande l'équation de la surface libre, c'est-à-dire de l'interface entre le liquide et l'atmosphère. Et sur cette interface, sur cette surface libre, on considère que la pression atmosphérique, c'est P0, elle ne change pas. Je vous rappelle que pour observer une variation de la pression atmosphérique importante, il faut des gros dénivelés de plus d'une centaine de mètres, c'est pas le cas ici. Donc c'est une surface isobare, ici la surface libre à la pression P0. Donc j'ai P égale P0 quand X égale X libre et Z égale Z libre. Donc Z libre égale moins A sur G X libre. Avec X libre et Z libre, évidemment, les coordonnées d'un point quelconque sur la surface libre. Alors c'est cohérent parce que je vois bien une fonction affine décroissante, et pour ceux qui ont fait l'expérience, qui ont déjà vu l'expérience, c'est logique, on a bien une fonction affine décroissante. Je répète, ici c'est P0, donc c'est pas faux. Et enfin, pour trouver donc l'angle alpha, l'angle alpha c'est la tangente de la courbe, la tangente de la fonction affine. Donc tangente alpha, c'est la dérivée de z par rapport à x en valeur absolue. Donc A sur G. Donc alpha égale arc tangente de A sur G. Donc en effet, on voit bien que si l'accélération est nulle, donc si le récipient donc, ne bouge pas ou est en translation rectiligne uniforme à vitesse constante, et bien à ce moment-là, alpha égale 0 et le niveau reste horizontal. Si le véhicule a une accélération très très forte, à ce moment-là, l'angle alpha va tendre vers pi sur 2. Alors, l'application à l'accéléromètre, alors bien sûr c'est l'ancêtre, maintenant on utilise des accéléromètres électroniques, mais l'ancêtre de l'accéléromètre sur les voitures, les avions de chasse, c'était effectivement donc une espèce de récipient en forme de disque dans lequel on mettait de l'eau colorée. Ensuite il y avait des graduations angulaires tout autour, en général en degrés, hein, et c'était donc soudé sur la carlingue de l'avion ou sur la carlingue de la voiture. Et lorsqu'il y avait une accélération, effectivement, le niveau, effectivement, ici, il se déplaçait, et il suffisait de mesurer l'angle. Et ensuite, il y avait une table qui faisait le lien entre l'angle et l'accélération, donc c'est l'ancêtre de l'accéléromètre. Voilà, voilà pour ce TD de statique des fluides, donc c'était des révisions pour les PCSI, puisque je me souviens avoir collé les PCSI l'année dernière là-dessus. C'était nouveau pour les MPSI, donc les MPSI, n'hésitez pas, encore une fois, j'ai pas besoin de vous le dire, de me poser des questions par mail ou en présentiel, puisqu'on va se revoir bientôt. Si vous n'avez pas tout saisi, mais là on a corrigé vraiment les exercices types, hein, que vous pouvez rencontrer à l'écrit ou à l'oral au niveau du concours.